Je pourrais vous dire que 1% des plus riches aux États-Unis gagnent près de 140 fois plus que les 20% des plus pauvres. Ou encore que ce 1% détient autant de richesses que les 90% du bas de l'échelle. Mais ce ne sont que des chiffres. Ce qui permet vraiment de comprendre l'ampleur des inégalités, c'est de voir comment votre vie changera à mesure que vous grimpez les échelons économiques. Donc, dans cette vidéo, j'ai voulu explorer les inégalités de richesse aux États-Unis. Alors, commençons avec l'Américain moyen gagnant environ 40 000 par année, jusqu'aux millionnaires et aux milliardaires. Voyons ce qu'on peut faire avec un revenu moyen de 40 000. L'une des pires conséquences de l'augmentation de l'inégalité est l'effondrement de la classe moyenne. Des emplois qui permettaient autrefois de subvenir aux besoins d'une famille entière ne suffisent plus à payer un simple appartement d'une chambre. Bref, un emploi de 40 000 nous donne un peu plus de 40 000 $ par mois. Après impôt, il nous reste environ 2 800 $. Pour la suite de cette analyse, je vais me baser sur les données du Bureau des statistiques du travail des États-Unis qui montrent comment les revenus sont répartis en les principales catégories de dépenses selon les tranches de revenus. Donc, une personne dans cette tranche dépense environ 33% de son revenu brut pour se loger, ce qui représente environ 50% de son salaire net. Toutes ces futures simulations se dérouleront dans la ville de Dallas au Texas, où le salaire médian des résidents est proche de la moyenne nationale. Dans les plus grandes villes comme San Francisco et New York, gagner 40 000 ne suffit même pas pour avoir son propre appartement. En réalité, il faudrait quasiment doubler son revenu pour pouvoir vivre seul et commencer à mettre de l'argent de côté. Ainsi, 1 100 $ sont immédiatement consacrés aux dépenses liées au logement. Une personne gagnant ce salaire devra forcément louer plutôt que d'acheter avec un tel budget. Il faut bien aller au travail et comme dans la plupart des villes américaines, les transports en commun ne sont pas très efficaces. Il nous faut donc une voiture. Les données que nous utilisons indiquent qu'environ 17% de notre revenu brut est consacré au transport. Cela représente 565 $ pour l'essence, l'assurance, le stationnement, ainsi qu'un peu pour mettre de côté en vue de l'entretien et des réparations. Il nous reste donc un peu plus de 1 100 $ pour tout le reste. Une personne comme nous dépense en moyenne 435 $ par mois pour se nourrir. Nous pouvons nous en sortir confortablement si on fait attention à nos dépenses et que nous ne mangeons pas trop souvent au resto. À ce revenu, on atteint tout juste le seuil à partir duquel les employeurs commencent à contribuer à notre régime d'assurance santé. Malgré cela, nous devons encore dépenser 270 $ pour nos soins de santé, incluant les médicaments, pour les consultations non couvertes et même pour un abonnement au gym. Une fois ces besoins de base couverts, il nous reste encore 400 $ pour tout le reste. Mais nos autres dépenses essentielles, lessive, téléphone, internet, réduisent ce montant à 150. Nous pouvons essayer d'en mettre un peu de côté pour les imprévus ou un voyage, mais pour être honnête, nous allons probablement le dépenser en loisirs, sortir avec des amis, s'abonner à Netflix, peut-être acheter un livre et au final, il ne reste plus rien. Si nous ne faisons pas attention, nous allons probablement rejoindre la grande majorité des Américains qui dépendent de dettes pour boucler leur mois, que ce soit par des cartes de crédit ou des prêts à court terme avec des taux d'intérêt élevés. Avant de passer directement aux millionnaires, augmentons d'abord le revenu à 100 000 $ par année et voyons à quoi ressemble le budget. Ce salaire nous rapproche du top 10 en termes de revenus aux États-Unis. Il nous donne 8 333 $ par mois, dont 1 800 partiront directement aux impôts, ce qui nous laisse avec un peu plus de 6 500 par mois. Dans cette tranche de revenus, nous consacrons environ 30% de notre salaire au logement. Il n'y a pas trop longtemps, ce revenu aurait largement suffi pour acheter une maison, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Entre le loyer et tout ce qui vient autour, nous payerons environ 2 500 par mois. Avec un bon crédit, nous pouvons obtenir un prêt avantageux qui nous permet d'acheter une BMW à 50 000 $. Elle nous coûtera 860 $ par mois pendant 5 ans, ce qui nous laissera 560 chaque mois pour l'essence, les réparations et l'assurance. Nous faisons maintenant partie de la classe moyenne supérieure, ce qui signifie que nous ne consacrons plus que 11% de notre revenu mensuel à l'alimentation. Nous pouvons nous permettre de manger au restaurant beaucoup plus souvent. Et dernièrement, avec la popularité des applications de livraison, nous commençons à commander sur Uber Eats 1 ou 2 fois par semaine. Nous commençons petit à petit à utiliser notre argent pour gagner du temps et réduire notre stress. Notre emploi couvre une grande partie de notre assurance santé et pourtant, nous dépensons encore 530 $ par mois pour les soins de santé et les médicaments. À ce stade, nous sommes capables d'épargner, ce qui fait qu'une petite urgence médicale ne devient plus un grand problème. Une fois nos grosses dépenses couvertes, il nous reste un peu plus de 1 000 $ pour payer des charges comme l'Internet et un forfait téléphonique. Donc, même après avoir payé tous nos essentiels, il nous reste un peu d'argent pour épargner, investir et sortir avec des amis. Let's go! Nous réussissons même à mettre assez d'argent de côté pour partir en vacances quelques fois par année.
Passons maintenant aux millionnaires. À ce stade, je vais arrêter de me concentrer sur le salaire et les revenus, mais plutôt me pencher sur le patrimoine. En 2023, le nombre de millionnaires aux États-Unis a augmenté de plus de 7%, en atteignant près de 7,5 millions de personnes. Ladies and gentlemen, that is $1 million in cash. Plusieurs personnes ayant un patrimoine entre 1 et 10 millions mènent une vie assez normale. Un emploi salarié et des horaires réguliers et le soir, le retour à la maison en famille. Mais la différence se joue dans les détails. Un bon moyen d'imaginer comment les niveaux de richesse transforment votre quotidien, c'est de comparer le coût des choses que vous connaissez déjà. Si vous vous débrouillez avec un revenu de 40 000, un billet d'avion en première classe est hors de portée. À 1 500 $ selon la compagnie aérienne et la destination, cela représente environ 5% de votre revenu annuel. Une somme énorme pour un peu plus de place pour les jambes et quelques boissons. Mais si vous gagnez 500 000 par an, la perspective change complètement. Ce billet ne représente même pas 1% de votre revenu. Ce n'est pas encore négligeable, mais à mesure que votre revenu augmente, ce genre de dépenses devient de plus en plus abordable. Très vite, un billet en première classe revient proportionnellement au même prix qu'un bon restaurant pour quelqu'un avec un revenu moyen. Ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on peut s'offrir tous les jours, mais ce n'est plus un luxe inaccessible. À mesure qu'on atteint le haut de cette tranche de richesse, la façon dont on interagit avec les services se transforme aussi. Avec un patrimoine de 10 millions de dollars, vous pouvez désormais envisager d'employer des gens simplement pour vous faciliter la vie. Un assistant personnel pour gérer votre emploi du temps et toute petite chose dont vous n'avez pas envie de vous occuper, ou un chef privé capable de vous préparer des plats dignes d'un grand restaurant directement chez vous. Pour quelqu'un avec un revenu moyen, l'idée même de payer le salaire de quelqu'un d'autre semble irréaliste. Mais verser 40 000 $ à un assistant revient à ce qu'une personne moyenne paierait 400 $, une somme tout à fait gérable. Il n'est pas surprenant qu'à ce niveau, on commence déjà à se déconnecter de la réalité quotidienne que connaissent la plupart des gens. I feel like you want your car to have almost as much horsepower as your helicopter. I feel like as a rule of thumb. What? Beaucoup des problèmes et tracas du quotidien disparaissent, tout simplement parce que vous avez les moyens de payer quelqu'un pour les prendre en charge à votre place. Avec un revenu aussi élevé, vous pouvez vous permettre une très belle maison en y consacrant 30% de votre revenu, ce qui représente un budget d'environ 1,5 million de dollars. Cette maison vous coûtera autour de 12 500 $ par mois, en comptant l'hypothèque et les autres frais liés à la propriété. Environ 16% de vos revenus sont consacrés au transport, ce qui représente un peu plus de 13 000 $ par mois pour couvrir l'ensemble des frais liés aux voitures et aux déplacements en avion. À ce stade, le budget consacré à l'alimentation devient insignifiant. Ce qui distingue vraiment cette tranche de richesse, c'est que chaque heure de leur temps a une plus grande valeur financière. Les personnes qui gagnent moins de 100 000 $ par an doivent consacrer une grande partie de leur journée à cuisiner, faire le ménage ou se déplacer. De l'autre côté, ils peuvent simplement payer pour récupérer tout ce temps. Ils peuvent facilement se permettre de voir un spécialiste pour des soins préventifs, de la physiothérapie, des chirurgies électives, même pour des traitements non couverts par leurs très bonnes assurances. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Américains les plus riches vivent en moyenne 15 ans de plus que les plus pauvres et les Américaines les plus riches vivent environ 10 ans de plus que celles au bas de l'échelle. Très bien, voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous entrons dans la prochaine catégorie de richesse, ceux qui possèdent entre 10 et 100 millions de dollars d'actifs. C'est un peu surprenant qu'aux États-Unis, ce n'est pas un cercle si exclusif que ça. Même avec 10 millions, il y a encore près d'1,5 million de personnes plus riches que vous, rien que dans le pays. Mais une fois à 100 millions, il ne reste que 25 000 personnes dans le monde entier qui vous dépassent. La catégorie précédente faisait déjà partie du top 1 des revenus, mais maintenant, vous faites réellement partie du rang des élites globales. À ce niveau, vous pouvez vous permettre pratiquement toutes les maisons que vous voulez. Ce qui devient évident avec ces domiciles et dans toutes ces tranches de richesse, c'est la capacité à s'isoler des préoccupations du quotidien. Plus besoin de penser aux crimes, aux itinérants, au bruit ou à la pollution. Vous pouvez vivre entouré uniquement de personnes aussi riches que vous. Je ne vais même pas perdre votre temps à détailler le budget mensuel de ces individus, car à ce niveau, ils peuvent pratiquement tout s'offrir. L'argent devient alors un outil pour gagner en prestige. Vous êtes peut-être fier de votre nouveau yacht à 2 millions, mais votre ami vient d'en acheter un à 5 millions. Le statut devient essentiel car c'est la seule chose qui ouvre les portes de la haute société. Votre fortune peut bien vous ouvrir les portes de certains clubs de golf privés, mais elle ne fera pas une grande impression. Même en commençant à fréquenter les véritables élites, il vous faudra encore vous démarquer pour réellement compter à leurs yeux. À ce stade, presque toutes les sources de stress imaginables peuvent être atténuées ou illimitées avec votre argent. Mais celles qu'on ne peut pas acheter, comme un chagrin d'amour, un deuil ou l'anxiété sociale, restent présentes peu importe votre niveau de richesse. Vous êtes financièrement protégé contre quasiment toutes les situations d'urgence qui pourraient survenir dans votre vie. Et tant que vous gérez vos finances avec prudence, il y a peu de chances que vous retomberez un jour en dessous de ce niveau de richesse.
Même à ce niveau de richesse, ils continuent de jouer au même jeu de jalousie et de rivalité futile. New York est la ville qui compte le plus de centimillionnaires et la majorité d'entre eux vivent dans les gratte-ciel autour de Central Park. Mais une fois que vous avez vu l'un de ces apparts, vous les avez tous vus. Ce ne sont que des boîtes dans le ciel, faites de verre et de béton. Ils ont tous le même plan d'étage et les mêmes décors minimalistes. Que vous achetiez un appartement à 10 millions ou à 100 millions, la vraie différence, c'est la superficie et la vue. Ces appartements ne sont qu'un avant-goût de ce que permet une telle richesse. À partir de centaines de millions, vous pouvez littéralement employer des communautés entières pour satisfaire les moindres caprices. Un équipage complet pour un yacht que vous n'utilisez que 2 semaines par an, des équipes permanentes pour maintenir vos maisons perdues au milieu de nulle part. À ce niveau, les gens ne se contentent plus de louer des jets privés. Non, ils possèdent leur propre jet. À ce niveau de richesse, tout le monde détient beaucoup de pouvoir rien que par l'argent qu'ils possèdent. Cette fortune vous permet aussi d'acheter l'attention et le temps de presque n'importe qui. Les relations politiques et sociales prennent alors une toute autre dimension. Le plus vous vous rapprochez du statut de milliardaire, votre nom à lui seul vous suffit pour obtenir ce que vous voulez. Si vous voulez tenir une rencontre avec des chefs d'État ou d'autres géants de l'industrie, il vous suffit que d'un coup de fil. À ce niveau, il devient aussi difficile de trouver comment dépenser une fortune si extravagante. Beaucoup se tournent vers la collection d'œuvres d'art ou des objets rares, comme un enfant collecterait des cartes Pokémon. Plus on monte, plus la perception du monde change jusqu'à en être complètement déconnecté. Les centimillionnaires ont largement dépassé ce stade. Tous leurs besoins sont comblés, personne autour d'eux ne les contredicte et ils vivent dans un luxe que personne d'ordinaire ne pourrait même imaginer. Une fois qu'on atteint la classe des milliardaires, il n'y a plus vraiment de changement majeur, c'est surtout l'échelle qui s'agrandit. Les relations qui vous ouvraient des portes auprès des politiciens vous permettent maintenant d'influencer directement les politiques publiques, voire d'être en contact direct avec des chefs d'État. C'est pourquoi la plupart des milliardaires préfèrent rester dans l'ombre, tandis que d'autres, comme Musk ou Trump, ont choisi de se mettre en avant pour transformer leur fortune en pouvoir d'influence encore plus grand. Bref, l'écart entre ces niveaux de richesse est presque impossible à concevoir. Si vous gagnez 25 millions de dollars par année, vous touchez en 1 heure ce qu'une personne à 40 000 gagne en 6 mois. En une seule journée de travail, donc environ 8 heures, vous gagnez plus que cette personne en 4 ans. Le système ne fonctionne plus pour l'Américain moyen. Chaque dépense entraîne une autre dépense, créant ainsi un cercle vicieux dont il est presque impossible de sortir. Une voiture implique de l'entretien, de l'assurance et de l'essence, donc moins d'argent pour la nourriture ou les soins de santé. Comment l'Américain moyen est censé avoir le temps, l'argent ou même l'espace mental de penser à retourner à l'école ou développer ses compétences? Sa mobilité sociale est pratiquement limitée.